Sud Radio, le débat du samedi. Le pouvoir d'achat est-il votre priorité? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez non à 63% d'entre vous, oui à 37% d'entre vous, avec beaucoup de débats entre vous. On va lire vos commentaires dans quelques instants. Vous nous appelez 0826 300 300. Le pouvoir d'achat, priorité des Français, d'après notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Il est important de le souligner alors que les prix de plusieurs denrées augmentent assez fortement, sans compter le coût de l'énergie. Pour en débattre avec nous, nos deux invités, Jean-Baptiste Moreau, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes député de la République En Marche de la Creuse, porte-parole du parti présidentiel et majoritaire. Vous êtes par ailleurs éleveur de profession. Loïc Prudhomme nous a rejoint également. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise de Gironde, par définition soutien de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Pouvoir d'achat, priorité numéro 1 des Français d'après notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Je le disais, ça ne vous surprend pas, Jean-Baptiste Moreau? Non, ça me surprend pas du tout, notamment dans les conditions actuelles avec une inflation qui est en train de monter suite à la guerre en Ukraine et suite aussi au post-Covid où un certain nombre d'énergie et de matières premières ont considérablement augmenté. Il est évident que c'est une préoccupation importante des Français, mais on n'est pas resté sans réaction. Je veux dire, la meilleure façon de préserver le pouvoir d'achat des Français, c'est qu'ils aient un job déjà, c'est qu'ils aient un boulot. Et donc le fait qu'on ait considérablement amélioré la situation de l'emploi dans le pays avec une diminution assez nette du chômage et le fait que notre objectif dans les 5 ans qui viennent, si nous sommes réélus, c'est le plein emploi, c'est le meilleur moyen de préserver et d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, et ceci additionné à ce qu'on a appelé la prime Macron qui était de 1 000 €, qu'on envisage de tripler à l'aune des 5 prochaines années, c'est-à-dire avec un plafond à 3 000 € pour justement permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Loïc Prudhomme, le plein emploi, meilleur remède pour sauver le pouvoir d'achat? Déjà, je voudrais réfuter quelques arguments de Jean-Baptiste Moreau. Aujourd'hui, sur la question de l'emploi, effectivement, on voit que c'est plutôt des emplois précaires qui sont aujourd'hui pourvus et donc qui n'ont pas changé en fait la façon dont les gens vivent leur quotidien et la difficulté qu'ils ont. Et ça n'est pas une nouveauté. Ça fait de nombreuses années. Et ce qui est évident, effectivement, c'est que ça s'est aggravé. Mais néanmoins, même sur cette situation, je veux dire, cette toile de fond de précarité généralisée et de pouvoir d'achat en berne, rien n'a été fait sur le fond. C'est-à-dire pour vraiment aller au fond du problème et trouver des solutions. Quand on voit, par exemple, nous, ça fait déjà depuis l'élection précédente que l'on dit qu'il faut remonter le salaire minimum, le SMIC, pour que les gens puissent avoir une vie digne, payer leur loyer, remplir la facture. Même ce minimum-là n'a pas été fait. Alors après, on peut toujours mettre des pansements sur des jambes de bois, mais on voit que ça n'a pas d'effet et que là, quand on est dans des situations particulièrement difficiles, ça ne fait que plonger encore plus de gens dans plus de précarité, dans plus de difficultés. Et évidemment, la question du pouvoir d'achat, elle est centrale dans la vie des Français au quotidien. Alors, Jean-Baptiste Moreau, Loïc Prudhomme nous parle d'emplois précaires. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas forcément des CDI. Alors après, est-ce que malgré tout, ça suffit ? Non, mais on a aussi un nombre de CDI signés qui est inédit depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est pas que des emplois précaires. Et puis, Monsieur Prudhomme et la France Insoumise vivent dans un monde parallèle. Le SMIC, oui, augmenter le SMIC, bien sûr que les salaires minimums ne sont pas suffisants. Sauf que décréter ça, ça veut dire que le petit artisan du coin, il va être obligé d'augmenter son maçon ou son ouvrier charpentier. Et au final, c'est le consommateur qui va payer. Donc, en fait, on n'améliore pas le pouvoir d'achat parce qu'il va être obligé de refacturer à l'autre bout. Enfin, je veux dire, là-dessus, on risque de faire couler, on détruit de l'emploi. On sait très bien qu'on détruit de l'emploi avec ces stratégies-là. Alors, Loïc Prudhomme. Non, effectivement, ça ne détruit aucun emploi et c'est un cercle vertueux. Effectivement, si vous augmentez les salaires, le patron ou l'artisan du coin sera obligé d'augmenter ses ouvriers. C'est une bonne chose parce que c'est aussi des gens qui vont avoir une consommation. Et d'augmenter ses prix aussi. Et d'augmenter ses prix, mais ça veut dire également qu'il va remplir son carnet de commandes parce que la population générale ayant un meilleur revenu, il fera l'appel à l'artisan qui viendra lui réparer son robinet qui fuit depuis 3 ans et qui n'a pas pu réparer, etc., etc. Donc on voit que c'est en fait un cercle vertueux et que les libéraux nous disent effectivement il faut compresser les salaires au plus bas, ne pas augmenter le SMIC parce que comme ça non mais c'est votre, je veux dire c'est la logique générale, Monsieur Moreau, que vous défendez, qui est une logique libérale, c'est que si on appuie effectivement les salaires à la baisse, ça ferait soi-disant plus de compétitivité et donc plus de résultats. On voit que factuellement, depuis les années où cette austérité libérale sur les salaires elle est appliquée, elle est contre-productive puisque le nombre de chômeurs ne cesse d'être à un niveau très élevé.
Et dans un pays comme le nôtre, ça n'est pas acceptable qu'on ait 8 millions de personnes qui soient en difficulté avec l'emploi. Jean-Baptiste Moreau. Non, mais il faut augmenter les salaires, on en est bien d'accord, mais ça se décrète pas, augmenter les salaires, ça se négocie avec les entreprises. On a aujourd'hui comme projet de faire en sorte que toutes les entreprises qui distribuent les dividendes à leurs actionnaires systématiquement soient obligées aussi de répercuter ça au niveau de leurs salariés, que ce soit par des participations, par des actions gratuites, par des primes Macron, justement qu'on va tripler à 3 000 €. On a supprimé la taxe d'habitation qui a permis, notamment dans les territoires ruraux, d'avoir un gain de pouvoir d'achat, donc de moins payer, et donc d'avoir finalement les gens de reste en banque. Donc voilà, c'est un ensemble, c'est une politique d'ensemble, mais ça se décrète pas de façon aussi abrupte et automatique que la France insoumise, à part peut-être en URSS, mais sinon ça ne se décrète pas de cette façon-là. Oh, l'Union soviétique n'existe plus, même si certaines de ses habitudes ont la peau dure, malheureusement. Merci de le préciser. Effectivement, j'aimerais juste qu'on aille aussi dans le détail de l'inflation. On parle toujours de la hausse du prix, la hausse des prix en général. On a parlé du coût de l'énergie, le prix de l'essence par exemple, les prix du gaz. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes éleveur de profession. Parlons du prix des denrées alimentaires, puisque une étude publiée par 60 millions de consommateurs avec l'Institut Nielsen IQ révèle qu'en un an, rien qu'en un an, et on n'a encore rien vu, ça va s'aggraver, le prix des pâtes a augmenté de 11,4%. 3,4% aussi d'augmentation du prix pour les légumes secs, pour les huiles, 2,5% pour le café, 2,4% pour le riz. Vous êtes beaucoup impliqué dans la loi Egalim, justement. Est-ce que les Français vont pouvoir faire face indéfiniment à ces hausses de prix qui ne vont pas ralentir ? Aujourd'hui, la part de l'alimentation dans le budget des ménages a considérablement décru depuis 30 ans. On est arrivé quasiment à 10%, alors qu'on est parti de quasiment 30%. Donc là-dessus, moi, je veux avoir un discours de vérité avec les Français. Si on veut mieux rémunérer nos agriculteurs, et c'est indispensable, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans des situations économiques catastrophiques, il faut de l'inflation. La spirale déflationniste qui a été créée par la loi de modernisation de l'économie votée à la fin des années 2000 a été catastrophique pour le monde agricole, avec une perte de valeur, une destruction de valeur pour les agriculteurs, pour les petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire. Donc oui, le consommateur a des exigences vis-à-vis de son agriculture, et c'est logique, c'est normal, diminution des produits phytosanitaires, un certain nombre de normes au niveau bien-être animal supplémentaires, mais ça a un coût. Je veux dire, on peut pas demander d'avoir des petites exploitations à taille familiale et humaine qui respectent l'environnement et qui respectent le bien-être animal, et en même temps expliquer qu'on va aller acheter toujours moins cher, quitte à importer des produits qui n'obéissent pas du tout à ces normes. Donc là-dessus, il faut être très clair, l'alimentation, oui, elle a un coût et il faut que le consommateur soit prêt à l'assumer. Alors, il faut peut-être l'accompagner. Il y a un chèque alimentation qui est dans le programme du candidat Emmanuel Macron pour permettre aux plus modestes, justement, d'accéder à des produits de qualité locaux et bio. Mais l'alimentation a un coût. Il faut le faire comprendre aux consommateurs. On ne peut pas toujours payer moins cher pour s'alimenter. C'est pas possible. C'est un besoin vital et c'est vital aussi pour nos agriculteurs. Loïc Prudhomme. Oui, moi je suis ravi de voir qu'au moins sur l'inflation, on est d'accord avec Monsieur Moreau, parce que sinon c'est un tabou absolu des libéraux. Il faut pas d'inflation, alors qu'on sait que ça peut avoir aussi un rôle de régulation si les salaires du coup augmentent aussi avec cette inflation, notamment sur la question de la dette et de la dette privée notamment. Donc ça c'est plutôt je veux dire encourageant de voir qu'on est d'accord. On est d'accord aussi sur la question de rémunérer les agriculteurs, mais moi plutôt que de l'inflation, je parlerai aussi de répartition de la richesse. Aujourd'hui, quand vous avez 1 euro de nourriture dans votre assiette, seulement 6 à 8 centimes reviennent aux producteurs. Et c'est pas tant par l'inflation que par la répartition de la valeur qu'il s'agit d'agir. Et sur les exemples particuliers que vous citiez, le blé, le café, etc., ce que je note, c'est que c'est pas tant qu'il y a un déficit de production. Par exemple, nous, sur le blé en France, on exporte en temps normal jusqu'à 50% de notre production. Mais c'est que tous les marchés que vous avez cités sont des marchés qui sont devenus des marchés spéculatifs et et les valeurs, finalement, n'ont plus aucun rapport avec les besoins ici locaux de matières premières ou le prix qu'ils pourraient être ou qu'ils devraient être payés aux producteurs, mais qu'ils sont le jeu de spéculateurs qui revendent par exemple des récoltes de blé 10, 20, 30 fois avant même qu'ils soient moissonnés. Donc vous voyez que là on est aussi dans des situations où nous on redit que l'État doit avoir un rôle régulateur comme il était sur les périodes avant 1992, notamment avec les politiques aussi agricoles communes qui permettaient cette régulation, notamment
notamment par rapport aux importations de produits qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont produits dans des conditions sociales et environnementales qui sont absolument abjectes, voire en tout cas qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on tolère ici. Insupportables, et qui peuvent pas être challengées, on va dire, par nos agriculteurs ici. Donc il faut avoir, nous, ce que l'on dit, ce protectionnisme aussi environnemental et social pour que nos produits ici retrouvent leur valeur, que notre assiette retrouve sa valeur et qu'elle soit mieux répartie. Jean-Baptiste Moreau, vous rappeliez tout à l'heure le chèque énergie, des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix, autres qu'alimentaires. D'ailleurs, vous avez parlé du chèque alimentation. Le président de votre groupe parlementaire, Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a expliqué cette semaine que pour lui, il parlait en tout cas en son nom, l'allocation, c'était la réponse du lâche. Des mots très durs, très critiqués. Et il disait qu'au contraire, il valait mieux viser le plein emploi. Est-ce que le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, dans les mois qui suivent, a les moyens de continuer à aider les Français à traverser cette inflation, à faire face à cette inflation? Bien sûr, on l'a fait avec le quoi qu'il en coûte durant la crise du Covid. Mais est-ce qu'on peut continuer? Je ne suis pas un exégèse de Christophe Castaner, mais pour l'allocation, personne ne vit avec le RSA. Enfin, faut être honnête, 500 €, personne ne vit avec 500 €. Donc le but de l'allocation, c'est de raccompagner les gens vers l'emploi, c'est de leur donner un filet de sécurité le temps où ils sont dans la difficulté. Mais le but, c'est qu'ils retrouvent un emploi le plus rapidement possible, qu'ils soient accompagnés sur des formations, sur des stages pour pouvoir remettre le pied à l'étrier, parce qu'on ne vit pas avec 500 €. Juste pour revenir sur ce que disait mon collègue Prudhomme, et il a travaillé comme moi sur la loi Egalim, donc je sais très bien qu'il sait que la fondamentale de cette loi, c'est justement de mieux répartir la valeur avec une contractualisation sur la base des indicateurs de coût de production des producteurs. Donc voilà, on est là-dessus totalement. Pour revenir sur les allocations, oui, on ne peut pas se satisfaire d'une allocation quelle qu'elle soit pour nos concitoyens. Il faut les raccompagner, leur remettre le pied à l'étrier, notamment ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, c'est vital, et c'est pour ça qu'il faut aller vers le plein emploi. Comment on fait, Loïc Prudhomme, pour ramener vers le marché de l'emploi des chômeurs, notamment de longue durée, qui en sont éloignés? En tout cas, on ne fait pas avec cette question du RSA conditionner une activité, parce que c'est juste abject. Je veux dire, les travaux d'intérêt général sont réservés aux délinquants. Donc on voit un petit peu la logique. Les travaux d'intérêt général, ça c'est Valérie Pécresse. La logique, elle est un peu celle-là quand même, c'est de dire que finalement on chasse pas le chômage, on chasse le chômeur. Donc la question du plein emploi, nous on a quelques solutions qui sont, concrètes, et on voit que le gouvernement a su faire du quoi qu'il en coûte. Ça veut dire que quand le gouvernement prend a une volonté politique, on peut le régler. Alors comment on le fait? D'abord, c'est accepter, du coup, quand on nous dit que finalement tous les gens au RSA pourraient avoir du travail, ça veut dire que du travail, il y en a. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, au pouvoir, ne veulent pas le payer. Donc nous, on dit, tous les gens qui ont vocation à reprendre un emploi, c'est-à-dire la grande majorité des gens qui aujourd'hui en sont privés, parce que je rappelle qu'il y a 6 millions de personnes qui cherchent, et il y a 300 000 emplois, donc c'est pas des feignants, c'est que de l'emploi, il n'y en a pas de l'emploi dans la sphère marchande. Et donc on dit, c'est assez simple, on a tellement de choses à faire sur l'accompagnement de la dépendance, sur la bifurcation écologique, sur l'environnement, sur la police de l'environnement, sur plein de domaines comme ça de cette bifurcation vers une société plus écologique, que l'emploi va être pourvu par l'État, employeur en dernier recours à tous ces gens qui veulent se mettre au travail à des conditions qui leur permettra de retrouver un salaire. Et l'avantage, c'est que non seulement on fait des économies énormes sur toute cette misère des gens qui sont dans la déprime, dans la dépression, qui en plus nous coûte beaucoup sur les politiques Pôle emploi, enfin en tout cas sur ces budgets-là. On recrée de la cotisation sociale, on recrée aussi une resocialisation, et on raccompagne les gens vers ce qu'ils veulent tous. Ils veulent pas tous rester dans leur canapé à toucher le RSA. C'est les premiers à dire que c'est insupportable. Ils veulent retrouver une vie sociale, une utilité dans la société avec un emploi, et c'est le rôle de l'État. On pense, et ça a été documenté dans d'autres pays, ça a été le cas aussi aux États-Unis à une époque, où l'État employer tous ces gens qui étaient en demande d'être utiles à la société. C'était une autre époque aux États-Unis, il faut aussi le rappeler. Certes, mais vous savez qu'on tire beaucoup de leçons du passé en les adaptant aussi au contexte actuel, et nous pensons que dans le contexte particulier où nous avons tant de choses à faire pour tourner le dos à ce qui nous a amené dans cette impasse écologique et sociale, qu'on peut aussi reprendre quelques idées qui étaient révolutionnaires à l'époque. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Jean-Baptiste Moreau, député...
La République. Ouais, juste quand même, Un mot. les travaux d'intérêt général, c'est le programme de Valérie Pécresse. Oui, vous C'est l'avez bien dit d'ailleurs. Un accompagnement vers l'emploi, que les choses soient claires. Effectivement, Voilà. vous l'avez dit, vous avez eu le loisir de le dire. C'est le terme de ce débat. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être intervenus sur Sud Radio. Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse, porte-parole de La République En Marche. Loïc Prudhomme, député France Insoumise de Gironde. Vous parliez de Valérie Pécresse à l'instant, Jean-Baptiste Moreau. Et bien justement, dans quelques minutes, nous allons retrouver l'une de ses soutiens, c'est la députée Les Républicains Valérie Boyer. À tout de suite sur Sud Radio.